simple à comprendre. Quand vous voulez acheter une Mercedes, si vous êtes un milliardaire saoudien, californien, hongkongais, vous achetez la Mercedes, quel qu'en soit le prix. En d'autres termes, si l'euro monte, vous achetez quand même la Mercedes. En revanche, si l'euro monte, une Renault ne devient plus compétitive par rapport à une Hyundai coréenne. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la différence d'élasticité. Quand vous achetez une Mercedes allemande, vous achetez un statut social, et à la limite, plus elle coûte cher, mieux c'est. En revanche, les produits français qui ne bénéficient pas de ce même prestige, eh bien, eux souffrent considérablement. Il y a des produits français qui en bénéficient, par exemple les produits de luxe, les marques, style Vuitton par exemple, eux sont peu sensibles à ce phénomène. J'insiste aussi sur un autre élément très important, c'est que la hausse de l'euro pénalise les ventes françaises dans la zone euro. Puisque une entreprise coréenne, une voiture coréenne a coûté moins cher en Allemagne si l'euro monte qu'une voiture française. Donc nous sommes également pénalisés au sein de la zone euro. Et enfin, le dernier point, c'est la baisse tendancielle de la valeur ajoutée produite en France contribue à l'érosion collective de notre pouvoir d'achat collectif. Tendance à l'appauvrissement de la population. Je terminerai sur cet aspect monétaire que j'ai traité rapidement, délibérément, sur le fait que le 7 mai 2009, il y a donc quelques jours, la Commission européenne a de nouveau fortement révisé à sa baisse ses prévisions pour 2009. Elle mise désormais sur une chute de 4% du produit intérieur brut de la zone euro. Et elle annonce également que la récession se prolongera jusqu'en 2010. Comprendre au moins jusqu'en 2010. Je dis ça parce que, contrairement à ce que certaines propagandes actuelles veulent faire croire, il y a des gens qui disent « Ah, ben l'euro nous protège de la crise ». C'est une plaisanterie. La zone euro est la plus touchée au monde, avant même les États-Unis, et plus grave que les États-Unis. La zone euro est la zone monétaire qui est touchée la plus touchée au monde par la crise. Alors ceux qui vous disent « l'euro nous protège », bien font penser, je n'ose citer le nom du chef de la propagande hitlérienne, plus le mensonge est gros et plus la chance de passer. C'est la deuxième impasse, l'euro. Le démembrement de l'euro est inéluctable. Je vous renvoie sur le dossier que nous mettrons en ligne dans quelques jours. Et je terminerai ce passage en citant un philosophe espagnol installé aux États-Unis, George Santayana. Un fanatique est une personne qui redouble d'efforts quand elle ne sait plus pourquoi elle le fait. La 11e et avant-dernière impasse, c'est l'impasse démocratique. De quoi décident encore les citoyens français? Pas des suites du référendum du 29 mai, pas de la politique monétaire, pas des grands choix économiques, ni de la politique de mondialisation, pas des grands choix sociaux, pas de la politique agricole, pas de la politique d'immigration, pas de la rentrée de la France dans l'OTAN, pas du droit pénal et des conventions d'extradition, pas de la politique de santé, pas de la politique étrangère, pas de l'élargissement de l'Europe à l'Est, pas des grands choix budgétaires, pas de la politique des services publics, pas de la politique de la pêche, pas de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, pas des délocalisations industrielles, pas des concessions à l'OMC, pas de la préservation d'une industrie nationale, pas de la présence de soldats français et de navigation. Je m'arrête là. Comment s'appelle un régime politique où le peuple ne décide de rien? Ça s'appelle une dictature. Alors évidemment, quand on dit ça, une dictature, elle est bien bonne. Une dictature, vous dites n'importe quoi. La France est une démocratie. La preuve, elle peut choisir entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ou M. Bayrou. C'est quand même une sacrée démocratie. La démocratie est en train de sombrer en France et de disparaître. En 1992, les Français ayant voté oui au référendum sur Maastricht dans des conditions de propagande qu'il est inutile de rappeler, M. Giscard d'Estaing a écrit dans Le Monde du 23 septembre « Le oui ayant obtenu 51% des suffrages, il faut que ceux qui soutenaient le non reconnaissent que le traité de Maastricht est ratifié par la France et qu'il fait partie des engagements de notre pays. » Mais 13 ans après, en 2005, le même Giscard tient des propos bien différents. C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. C'est dans Le Monde du 6 mai 2005.
Ceux qui n'ont pas voté la Constitution, on leur demandera de la revoter, il n'y a pas d'autre solution. C'est la dépêche Reuters du 27 mai 2005, en quoi il avait d'ailleurs tort. S'il y avait une autre solution, c'était de leur imposer la Constitution sans les faire revoter. On voit de plus en plus des déclarations ahurissantes. Monsieur Raffarin, Premier ministre français, un nom qui s'abstient est un bon nom, un oui qui vote, c'est un bon vote. Monsieur Bolkestein, commissaire européen, la démocratie n'est pas faite pour les gens peureux. Personnellement, je suis opposé à tout référendum. Si vous votez non, c'est que vous êtes un peureux, et il faut vous retirer le droit de vote. Député espagnol, M. Mendes de Vigo dans Le Monde, nous avons trop investi dans cette constitution pour accepter son échec. M. Ablanin dans Le Figaro, le référendum est pareil à une vérole antidémocratique que la France aurait propagée dans l'ensemble de l'Europe. M. Pierre Lelouch, si vous votez non au référendum, on s'expose à un risque de guerre. Et M. Paolo Ascopa, ministre de l'économie et des finances italien, ancien directeur à la Banque centrale européenne, dans la revue Commentaire numéro 87, la construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Enfin, parmi une série innombrable, M. Stéphane Denis, chroniqueur dans Le Figaro du 20 avril 2005, envisageant simplement les dangers que la démocratie fait courir à une grande ambition, ils sont considérables. De plus en plus, les dirigeants des pays modernes, s'ils veulent gouverner de façon efficace, devront trouver les moyens de contourner la démocratie. Et bien voilà, c'est ce qui a été fait. On a contourné la démocratie, les Français avaient mal voté. Ils avaient voté non à 55%, on leur a imposé d'office. Et la France a été, comme je le disais, en préambule de cette conférence, normalisée. La réalité, c'est que nous sommes confrontés à un fascisme bleu qui s'impose par le verrouillage total des médias, le matraquage européiste et la désinformation, qui s'impose par la manipulation des élections, verrouillée par les financements et les médias qui présélectionnent les candidats, y compris des opposants de pacotille. On choisit des opposants suffisamment peu charismatiques, avec un discours absolument incohérent, que l'on fait monter en épingle en faisant croire que ce sont eux les vrais opposants. Et ça, ce fascisme s'impose également par l'intimidation permanente dans les écoles, dans la carrière professionnelle, dans la fonction publique. Enfin, par des coups d'État déguisés, en France, le viol de la volonté souveraine du peuple français, exprimé le 29 mai. Nous ne sommes plus en démocratie. Alors, la citation de ce chapitre, c'est celle de John Morley, ancien secrétaire d'État britannique au début du XXe siècle aux affaires indiennes, confronté au problème de la Grande-Bretagne en Inde, et qui avait lâché cette phrase « Vous n'avez pas convaincu un homme parce que vous l'avez réduit au silence ». Le coup d'État qui a eu lieu en France, parce que c'est un coup d'État, qui a consisté à imposer aux Français la Constitution qu'ils avaient rejetée, se paiera très cher. Et il se paye déjà très cher. Les Français sont en train de voter avec les pieds. Les Français commencent à comprendre partout, et le discours et les conférences que je tiens le montrent, partout les Français ont commencé à comprendre que l'Europe est une dictature. C'est une dictature. Et face à une dictature, on ne négocie pas et on ne participe pas à des élections européennes. Quand on est en prison, on ne va pas voter pour savoir qui va être votre geôlier. Quand on est en prison,